Salut, j'espère que tu vas bien et que tu te bourres de bonbons. Reste donc jusqu'à la fin de l'émission avec à preuve plusieurs bons invités, différents sujets qui vous touchent, qui vous concernent. Notamment, on va parler du cancer du sein. C'était récemment la journée mondiale du cancer du sein. Karine Yper-Ciel, elle qui est la PDG de la Fondation du cancer du sein du Québec. Stéphane Parent, qui est un cinéaste, un auteur aussi d'un livre sur un fait divers, un cold case datant des années 80. Vous allez voir un peu plus loin, très intéressant comme enquête qu'il a fait. Danny Labrec, qui lui est hypnologue, et nous a parlé des différents types d'hypnose. Aussi, Mounia Abadi, coach de vie. On parle avec elle des gens qui se cachent derrière un masque. Et non, c'est pas un masque de Halloween. Aussi, Isabelle Doré, elle qui est autrice de Mathilde Brabant. Aussi, on aura comme invité une toute nouvelle collaboratrice, Laura Coulon, qui vient nous jaser en tant qu'opticienne de la presbytie. Aussi, Nicolas Vincent Poirier vient jaser d'un film qui sera sans doute oscarisé et considéré aussi au prochain Golden Globe, soit La Note américaine de Martin Scorsese. Tout d'abord, on se met en forme, puis après ça, vous allez pouvoir manger des bonbons avec Isabelle Dominique-Roux. Bonne émission. Isabelle Dominique-Roux est notre experte fitness, non seulement à cette émission pour votre information, mais aussi à cette même antenne que vous pouvez, de manière hebdomadaire, aussi vous entraîner. Évidemment, ces 2 temps, 3 mouvements, on la trouve avec nous autres. Salut Isabelle Dominique-Roux! Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi? Ça va très bien. L'automne, comment te sens-tu à cette période-ci, de fin octobre, à l'approche d'Halloween? Est-ce que tu ressens les contre-coups de la baisse de la lumière, toi? Je te dirais que c'est sûr que je le sens, mais en même temps, je suis encore en mode, appréciation générale de le temps est encore clément, les feuilles sont encore dans les arbres là où j'habite. Et là, quand je me déplace beaucoup en voiture et je trouve ça merveilleux. C'est beau. Alors, je suis pas encore là-dedans, mais je te dirais que tranquillement, mais sûrement, il y a une petite nostalgie qui s'installe et se lever, puis il fait sombre et se coucher. Et qui fait déjà sombre et le changement d'heure n'est pas encore à nos portes. Alors, ça s'en vient. Je pense que la fatigue elle s'installe tranquillement. On ne veut pas qu'elle soit là, mais on sait qu'il va falloir qu'on fasse des petits changements dans notre routine. Et toi? Je t'avouerais que, toi et moi, évidemment, on s'entraîne beaucoup. Alors, c'est sûr que j'ai peut-être plus de l'énergie que quelqu'un qui ne s'entraîne pas, mais je le vois quand même pendant 2-3 jours. Le changement d'heure aussi qui a toujours lieu début novembre. Pendant 2-3 jours, j'en subis les contre-coups un petit peu. Évidemment, rapidement, on revient à une sorte de routine. On s'adapte, l'être humain, le corps est habitué à ça, mais je dois dire que oui. Ça vient m'impacter quand même, mais moins que le changement d'heure lorsqu'on arrive au printemps. Là c'est plus surnois pour moi, mais je ne sais pas, on dirait que cette envie, j'ai hâte de le changement d'heure, de rester sur le divan, d'avoir une doudou, de pouvoir rester emmitouflé. Les matins sont un petit peu plus durs parce que là, le temps froid s'installe, puis juste enlever sa petite jambe, le petit orteil de la couverte en dessous le matin, t'es toute bien emmitouflée en dessous dans le lit, il fait chaud, t'es bien. Puis on dirait que des fois, de juste se lever, s'enlever le petit jarret, le petit mollet galbé, entraîner, des fois, c'est dur, mais on survit. Puis peut-être que pour se donner cette énergie justement supplémentaire, c'est de s'entraîner à l'extérieur. C'est peut-être l'antidote au lieu d'aller au gym pour profiter des dernières belles journées ensoleillées. Un n'empêche pas l'autre. Hein? J'aime bien le préciser au cas où quelqu'un soit comme, moi, j'aime vraiment ça aller au gym ou moi, j'aime ça faire ça. Parfait. Moi, ce que je rappelle toujours, c'est comment s'inspirer des saisons, comment maximiser un peu le quotidien. Puis présentement, on voit les citrouilles un peu partout. Quel bel entraînement extérieur avec une citrouille, une plus petite, une plus grosse. Puis c'est toujours un peu mon message, c'est si la motivation n'est pas là, comment rendre ça plus plaisant, ludique? Parce que, effectivement, des fois, on est un peu fatigué par juste le changement un peu de température. À ce stade-ci, c'est la routine de l'automne qui est enclenchée, puis on est un peu essoufflé. Il y a un petit creux avant peut-être le début de ça va être bientôt Noël. On n'est pas là. Fait qu'il faut comme profiter au maximum parce qu'après ça, on sait qu'on en a un bon bout à avoir froid. Et justement, il y a des beautés on prend un chocolat chaud. Mais pour l'instant, moi, ce que je vous propose, c'est soyez créatifs. Allez avec ce que vous connaissez déjà.
vous en connaissez des mouvements, toi, tu vas courir, tu sais, on fait des mouvements au gym. C'est des choses qu'on peut, tu sais, on peut prendre la citrouille, la réinsérer un peu dans nos entraînements express. On peut sortir les enfants, bouger dans le parc. Oui, tu allais dire? Ben, j'allais dire comme ça. Dans le fond, est-ce qu'on peut prendre, mettons, la citrouille qui parfois peut peser une dizaine, une quinzaine de livres dans certains cas, puis s'en servir comme, tu sais, pour faire du chest-bras? Hein? Certainement, avec bien sûr précaution dans la mesure où peut-être qu'il ne faut pas ambitionner. Moi, j'aime bien les gens qui veulent sortir de leur zone de confort. On pense à la sécurité en premier. Une citrouille beaucoup trop lourde, si tu commences à jouer avec et que finalement tu fais mal au dos, c'est pas ça l'intention. L'intention, c'est, hey, on fait-tu quelque chose de le fun? Puis il y a toutes sortes de visuels, tu sais, qui me viennent en tête. Il y a des choses que j'ai vues sur YouTube, il y a des choses qu'on va plugger aussi dans notre segment. Mais tu sais, la citrouille, quand elle est près de nous, on la gère mieux. Quand elle est plus loin, comme quand tu t'entraînes, si le poids est plus loin, c'est plus prenant. Si tu prends deux petites citrouilles, oui, certainement, tu peux aller faire des séquences pour aller renforcer les bras. Moi, j'avais un peu en tête les mouvements comme le squat, le lunge, les abdos, la planche. C'est une citrouille stable, assez grosse. Tu peux aller mettre tes mains, planche sur la citrouille, les mains et les pieds restent au sol. Alors, il faut être un peu créatif. On peut aller faire des petites recherches sur le web. Tout est possible, sauf qu'on veut y aller de façon sécuritaire. Et c'est pour rendre ça plaisant. On peut peut-être faire des trucs à deux. Il y a 1 million de choses qu'on peut faire. Alors, mon intention aujourd'hui, c'est pas tant fais ça, fais ça, fais ça. C'est utilisons ce qu'on connaît déjà. Parce qu'on est tous, tu sais, toi, c'est la course. Exact. Moi, c'est le balai-barre. Oui. Ouais. Puis je voulais te relancer parce qu'on a encore un petit peu de temps ensemble, Isabelle. Et oui. Bon, on l'a dit tantôt, c'est pas tout le monde qui aime nécessairement l'ambiance du gym. Puis ça coûte, veut pas, des dollars s'abonner au gym. Oui. C'est des dollars, des fois, que les familles n'ont peut-être pas en ce moment dans un contexte inflationniste. Il faut quand même le dire. Là, chaque dollar est compté puis est important pour nos familles de chez nous. Mais à la maison, toutefois, on peut s'entraîner, on peut le faire avec des programmes. Toi, je sais que c'est quoi ces zones plus que tu proposes, je pense, avec des différents programmes aussi, oui. si je ne m'abuse. Oui, puis tu fais bien de ramener ces émissions-là. Il y a 2 temps 3 mouvements qui est sur nos ondes et quelqu'un qui écoute 2 temps 3 mouvements peut remplacer un haltère par une citrouille. Tu sais, disons que c'est comme, je ne sais pas quoi faire avec une citrouille. Bon, ça se remplace. Tu sais, je peux remplacer mes poids par 2 petites citrouilles. Je peux remplacer une charge, dans les mains puis faire des exercices. C'est GoZone Plus. C'est des contenus bilingues. Et c'est 14 jours d'essai gratuits. Puis, tu fais bien de préciser que si c'est pas ça qu'on veut faire, aller au gym, il y a 1 million d'autres alternatives et un n'empêche jamais l'autre. Tu sais, disons que je veux avoir un peu d'encadrement une fois dans ma semaine, puis après ça, je pars courir, pour prendre ton exemple, puis je complète, tu sais, aller faire des marches en montagne, profiter de la vue, tu sais, être à l'extérieur parce que ça me fait du bien, ou encore, je sais pas, tu as envie d'aller faire de la natation à l'intérieur. Évidemment, là, on s'éloigne de la thématique citrouille, mais l'idée, c'est d'y aller avec ce qu'on a envie de faire un peu, puis après ça, de faire quand même ce qu'on a besoin de faire. Fait que trouver cet équilibre-là, puis essayer de trouver ça plaisant, parce que sinon, on va rester couché. C'est ça qui va arriver. Certain. Et sinon, alternative comme mot de la fin, mais si votre citrouille est assez grosse, vous pouvez partir en croisière en course de régate, si vous voulez, sur votre piscine, dans votre cour arrière. Donc, vous la creusez, vous faites un trou dedans, vous embarquez dedans, puis vous pagayez. Faites tour une couple de fois votre piscine hors terre, vous allez voir que vous allez avoir un bon training. Mais pour vrai, c'est une course qui existe à bord d'immenses citrouilles en Mauricie. Allez prêter un regard là-dessus, ça va vous faire sourire en même temps. Un grand plaisir de t'avoir accueilli, Isabelle. Merci beaucoup à toi encore. Toujours un plaisir. À bientôt. Le 19 octobre dernier, c'était la journée mondiale du cancer du sein et la Fondation du cancer du sein du Québec a présenté une vidéo choc pour sensibiliser les femmes, mais toute la population également à cette réalité. On la reçoit par le truchement de la technologie. Très content d'accueillir donc la PDG de la Fondation du cancer du sein du Québec, c'est Mme Karine Yzeut-Uperciel. Bonjour. Bonjour. On a pu voir des images de cette vidéo quand même choc. Ça vient nous happer. Et bon, elle est poignante, touchante, mais à la fois très révélatrice. Parlez-nous de cette vidéo-là, de ce choix-là de l'angle que vous avez voulu exploiter là, pour cette campagne.
Oui, en fait, on voulait que ce soit porteur, que ça rejoigne les gens parce que qu'on soit touché de proche ou de loin du cancer du sein, on voulait vraiment que ça remette la personne au cœur de ce que c'est. On a fait beaucoup d'avancées dans notre vie sur la condition féminine, la santé féminine. Fait que, vous vivez un peu toute l'ascension de la femme à travers tout ça et tous les changements qu'on a pu apporter en société. Mais le cancer du sein, quand ça frappe fort. Ça rejoint toute une communauté. C'est pas juste la personne touchée, mais tout son milieu. Et ce qu'on voulait remettre au cœur du message, c'est qu'il faut une communauté serrée pour prendre soin d'une personne qui vit un cancer du sein pour qu'elle puisse passer à autre chose et revenir à une vie plutôt normale. Donc, c'était vraiment ce sentiment-là qu'on voulait partager avec tout le monde. Les statistiques aussi sont révélatrices. Ce que vous avez justement dévoilé en nous envoyant cette vidéo-là, évidemment, aux médias, puis bon, encore une fois, on voit que ça touche beaucoup de femmes. Une femme sur 8 souffre du cancer du sein. La principale cause de décès, d'ailleurs, chez les femmes de 30 à 49 ans, donc chez les jeunes femmes. Et plus de 7000 femmes sont diagnostiquées par année, selon les données qui sont fournies par la Fondation. Et pourquoi chez les femmes de 30 à 49 ans, c'est la principale cause de décès? Est-ce que c'est parce que les jeunes femmes hésitent ou ne vont pas pensant qu'elles sont jeunes, qu'elles automatiquement ont moins de chances d'avoir le cancer, donc ne vont pas systématiquement se faire dépister? Ou... Il y a plusieurs facteurs. C'est sûr qu'au Québec, on a un programme de dépistage automatisé dans le système de santé pour les 50 à 69 ans. Donc, et comme le risque est plus élevé dans cette tranche d'âge-là, c'est ça pourquoi ça va là. C'est 20 des cancers du sein chez les 49 ans et moins. Quand même. Donc, c'est encore beaucoup. Ouais. Chez nos plus jeunes, elles ont tendance à penser que c'est pas pour elles ou sont pas à risque parce qu'elles n'ont pas 50 ans. Donc, il y a ce facteur-là. La jeunesse, évidemment, il y a beaucoup de cancers du sein reliés à une grossesse, hormonodépendant. Donc, des fois, ça provoque des choses. Et souvent, une femme en bas de 49 ans, plus elle est jeune, plus le médecin va lui dire « Ah, ben, t'es pas à risque, on va attendre un peu. » Nous, ce qu'on veut donner comme information à toutes ces personnes-là, c'est dès qu'il y a un signe ou un symptôme, là, que vous voyez un changement de votre aisselle jusqu'au sein, n'hésitez pas, appelez votre médecin de famille. Vous avez droit à une investigation. Oui, c'est anxiogène, mais vaut mieux cette anxiété-là puis arriver à trouver que finalement, c'est pas un cancer du sein que de le trouver trop tard à un stade 3 ou un stade 4 où là, c'est plus difficile d'en venir. Et parfois, lorsqu'on a un signe, on va sur Google. C'est pas toujours la bonne option. On est mieux de se référer à des fondations comme vous qui avez vraiment toutes les informations requises pour bien nous guider. Et justement, quels sont les symptômes lorsqu'on voit peut-être pour une femme qui nous écoute, même les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont atteints du cancer du sein, même si c'est moindre. Quels sont ces symptômes-là qu'on doit vraiment regarder sur notre corps finalement? Bon, vous pouvez aller les voir sur rubanrose.org. Ils sont tous bien là. Mais bon, moi, si je vous le dis, oui, il y a une bosse dans un sein, des fois, qu'on peut sentir. Par contre, ça peut être autre chose comme un changement de grosseur dans les seins. Il y en a un plus gros que l'autre ou la forme qui change. Ça peut être quelque chose comme ce qu'on appelle, nous, une pleure d'orange. C'est comme une cellulite condensée sur le sein. Ça peut être le mamelon inversé, des écoulements mammaires. Ça peut être une chaleur instantanée, mais qui dure sur un sein, là, qui devient très, très, très chaud. Donc, c'est tous des symptômes. Puis vraiment, c'est dès que vous voyez un changement, appelez votre médecin de famille. Puis on est conscient, si vous n'avez pas un médecin de famille, que ça peut être compliqué. Il y a les guichets uniques maintenant au Québec avec la réforme de santé. Ouais. Mais on a aussi une ligne, nous, téléphonique. C'est le 1-856-561-ROSE. Et c'est des pères aidants. Donc, c'est des femmes qui ont vécu un cancer du sein, qui ont navigué notre système de santé, qui savent comment vous diriger et ils vont vous trouver une porte d'entrée le plus rapidement possible, peu importe la région où vous êtes, pour aller en dépistage. On parle de système de la santé. J'ai envie de vous demander, parce qu'on s'était parlé il y a un an, presque jour pour jour, vous me disiez que, bon, dû à la pandémie, c'était une cause à effet, en ce sens où on avait malheureusement pris du retard dans le dépistage, dans les mammographies, par exemple. Est-ce qu'un an plus tard, on a repris un certain rythme?
Oui, alors on a repris tous les retards de la première vague de la pandémie et un certain rythme. Malheureusement, ça peut être très long dépendant de la région où vous êtes. Donc, tu sais, dans la région de Laval, c'est entre 1 et 8 semaines pour une mammographie, dépendant où vous allez. Je peux vous dire, par exemple, en Gaspésie, c'est 1 à 2 semaines, mais en Abitibi-Témiscamingue, ça peut être 22 à 28 semaines. Et en Outaouais, ça peut aller jusqu'à 33 semaines pour une imagerie médicale. Donc, évidemment, le système de santé, ils font tout ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont, mais il nous manquait en 2021 plus de 500 techniciens en imagerie médicale. On n'a pas encore figuré comment les imprimer en imprimante 3D. Là. Je sais que notre ministère de la Santé, le ministre Dubé, Cancérologie Québec, tout le monde fait ce qu'ils peuvent. Nous, ce qu'on vous dit, c'est soyez dessus, hein, soyez persistante. Puis des fois c'est plate, mais insister. Il va falloir changer de région. Oui, c'est ça. Puis insister peut-être. Puis je lisais que je pense qu'il y a plusieurs professionnels de la santé qui peuvent prescrire une mammographie aussi là, pour les femmes qui nous écoutent. Là. Oui, ça peut être une infirmière praticienne, ça peut être un médecin de famille, ça peut être au guichet unique. Là, je veux dire, c'est faisable. Puis sinon, comme je vous dis, appelez notre ligne d'aide, là, puis on va vous diriger dans votre région avec les ressources locales pour que vous puissiez trouver le plus rapidement possible. Et j'ai goût en terminant, parce qu'on a encore un petit peu le temps, Mme Yzeure-Perciel, la Fondation qui, au-delà de cette ligne que vous avez évoquée, puis bon, aussi, tous les symptômes sont décrits si jamais on pense avoir un problème de santé, avoir peut-être un cancer, début du moins. Vous donnez d'autres services, ateliers, conférences, je pense. Vous pouvez un peu nous décliner là, les services à la Fondation? Oui, alors on a un forum annuel tous les ans au printemps, au mois de mai. C'est vraiment les avancées de la science, tout ce qu'il y a en cancer du sein, comment ça peut vous épauler. On a des services en génétique. On a une clinique virtuelle pour, une fois qu'on finit de voir notre oncologue de façon fréquente, des fois on a besoin de support, on n'a pas de médecin de famille. Au lieu de vous pointer à l'urgence, ben nous, on vous offre une clinique virtuelle au bout des doigts. À nos frais, gratuitement, et beaucoup l'aide financière. Tu sais, une mère monoparentale, travailleur autonome qui a un cancer du sein, du jour au lendemain, doit se retrouver à prendre congé pour prendre soin d'elle-même. Souvent, ils ont de la misère à faire leur fin de mois. Donc, nous, cette année, ça va être 1,5 million qu'on va avoir donné en chèque individuellement à des personnes touchées qui n'arrivent pas à faire leur fin de mois. Donc, on a beaucoup de services là, à travers le Québec, peu importe où vous habitez, on est là. Bien, en tout cas, merci d'être là pour nos femmes, nos mamans, nos grands-mamans dont vous supportez justement, vous les soutenez de multiples façons. Alors, je rappelle rubanrose.org pour avoir aussi un suivi sur cette conversation. Madame Karine Yzeure-Perciel, PDG de la Fondation Cancer du sein du Québec, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. C'est un livre qui est passionnant, qui découle quand même d'un documentaire que vous avez peut-être vu en 2014 d'ailleurs, lui qui est cinéaste et auteur de ce volume. Donc, on vous présente Les Enfants de novembre 1984. C'est M. Stéphane Parent avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on remonte le fil des événements. Le 1er novembre 1984, Maurice Vien, 4 ans, Sébastien Métivier, 8 ans et Wilton Lubin, 12 ans. Donc, 3 disparitions de jeunes enfants qui disparaissaient donc la même journée à Montréal. Vous habitiez, je pense, le secteur à cette époque-là en plus? La rue à côté. La rue à côté? Oui. Est-ce que c'est pour ça que, d'autant plus que, disons que ces dossiers-là vous ont intéressé? Ou... Oui, tout à fait, parce que moi, je revenais du cinéma, je revenais d'une projection, puis là, en arrivant dans mon quartier, je débarquais de l'autobus, il y avait un immense déploiement policier. Là, on se demande ce qui se passe. Tu as vu quelque chose? Je suis allé voir un des policiers, il dit, bon, il y a un petit garçon qui est disparu dans l'après-midi, là, on était en début de soirée. Et puis, bon, on n'en fait pas de cas, puis 3 jours après, on retrouve son blouson à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et puis, 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 6 novembre 1984, on retrouve le cadavre de l'enfant dans une maison abandonnée à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Bon, là, c'est sûr, quand on voit quelque chose comme ça arriver dans notre quartier, bien, ça vient nous interpeller. C'est un peu comme les gens qui ont vécu avec l'histoire de Cédrica Provencher, par exemple. Ouais. Là, exactement. Et puis, ça vient nous chercher. Et puis, bien, par la suite, ça m'a fasciné. J'ai commencé à m'intéresser à ces dossiers-là, malgré mon jeune âge. Ouais. Je voulais me rendre utile, si on veut, parce que c'est curieux à dire, mais à l'âge de 11-12 ans, je faisais déjà des enquêtes
mais sur les ovnis. OK. Parce que à cette époque-là, c'était très, très, très à la mode. Ouais. Il y avait des émissions, le paranormal, à la télé. Et puis là, j'avais commencé à monter des dossiers, faire des portraits robots de témoignages. Puis là, ben, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ces dossiers. Mais j'ai goût de vous demander, parce que lorsque survient ça, vous vous dites, j'habitais à une rue, est-ce que vous connaissiez les disparus? Non, aucunement? Non, je ne connaissais pas la famille du petit Maurice. Du petit Maurice. Puis, est-ce que vous, par contre, vous devez avoir un souvenir, malgré peut-être votre âge qui est un petit peu plus, parce que Maurice avait 4 ans, mais quand même, est-ce que pendant, il y a eu disons, un nombre de chocs, j'imagine, dans les jours qui ont suivi, tout le monde, j'imagine que toutes les mamans devaient dire aux jeunes, restez à l'intérieur. Oui, bien là, on avait effectivement un couvre-feu et puis là, les parents commençaient à accompagner fréquemment leurs enfants à l'école parce que, tu sais, c'était une époque où on était un petit peu plus libre aussi. Oui. Puis, est-ce moi où il y a eu, pendant une séquence d'années, beaucoup soit d'enlèvements, de meurtres, de jeunes enfants qui n'ont jamais été retrouvés aussi chez nous? Bien, le seul qui n'a pas été retrouvé, c'est Sébastien Métivier, qui était survenu dans Hochelaga Maisonneuve, donc quartier à côté, là, qui était dans le même secteur. Lui, il est disparu en même temps que Wilton Lubin, 12 ans. Lui, on a retrouvé son cadavre autour de l'île Charon, quasiment un mois plus tard. Mais de 1984 à 1994, là, il y a eu une série d'enlèvements et de meurtres d'enfants de 4 ans à 12 ans. Ça n'a jamais été résolu. Puis, est-ce qu'on peut prétendre que ça pourrait être le même auteur, justement, de ces crimes-là? Je veux dire, dans cette séquence-là des 10 ans, est-ce qu'on peut, selon vos recherches, prétendre... Selon la séquence des événements, il y a des policiers, qui ont fait appel à des services comme le FBI, par exemple, pour faire des corroborations entre ces dossiers-là. On a émis la thèse d'un tueur en série d'enfants dans ces années-là. Mais là, après ça, il y a eu d'autres suspects qui ont refait surface. Et moi, je n'avais enquêté plusieurs là-dedans, dont Claude Quivillon, un chauffeur de taxi, qui était avec un colocataire qui s'appelait Marc Perron. Puis lui, il avait déjà un gros dossier en matière de crimes contre les enfants. Et c'est à travers le balado que moi, j'ai fait aussi avec Stéphane Berthomet, qu'on a retrouvé des dossiers, des documents policiers que la Sûreté du Québec n'avait pas. Donc, ils n'ont pas pu faire, si vous voulez, tout le travail nécessaire pour pouvoir résoudre le crime, entre autres, celui de Maurice Vien. Mais pour les autres, on ne le sait pas encore. On ne sait pas. Et vous soulevez une question parce que autant dans le dossier de Cédrica Provencher que vous avez fouillé, il y a le travail des policiers qui a été questionné de très, très près. Absolument. Et pour que vous soyez en mesure, et je ne veux pas non plus remettre en question votre travail, mais pour que vous soyez en mesure de dépister des choses, de trouver des choses et que les policiers ne l'aient pas fait, est-ce que c'est un travail bâclé pour des policiers? Est-ce que c'est une vision tunnel qu'ils ont eue? Oui, encore une fois, parce que j'ai écrit aussi un livre sur l'affaire Cédrica Provencher, justement, suite à le documentaire que j'avais préparé, mais qu'on n'a pas pu diffuser parce que là, on venait de retrouver le corps de Cédrica au moment que je faisais mon documentaire. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des témoins importants qui n'avaient pas été rencontrés par les policiers, dont la petite fille qui avait passé la journée avec Cédrica. Elle n'a jamais été rencontrée. Puis c'est elle qui avait vu le principal suspect dans cette affaire-là. Il y a eu aussi des éléments de preuves qui avaient été retrouvés dans un boisé. Une femme qui avait appelé les policiers à l'époque pour dire « J'ai retrouvé des objets en lien avec les objets que Cédrica portait. » Je ne peux pas le dire là, parce que pour pas nuire à l'enquête, mais ça n'a pas été vérifié et ces témoins-là n'ont pas été rencontrés. Donc, c'est des choses qui se répétaient là, souvent au fil des années, mais que, évidemment, on n'avait pas eu le choix de soulever là, dans le cadre de ce travail-là. Et moi, aussi, quelque chose qui m'a toujours fasciné de par les enquêteurs du même genre qui vont dans le passé, ce qu'on appelle en bon espagnol les cold cases. C'est comment vous obtenez la confiance des familles. Parce que parfois, on a pensé nos plaies, on a pour certains passé à autre chose, on a perdu espoir. Tu sais, comment on en arrive à obtenir la confiance des familles? Il y a des familles qui restent actives. Hein? Ils veulent trouver qui a fait ça à leurs proches, là, à leurs enfants, entre autres. Et puis, il y a des familles qui ont tourné la page. Puis là, quand on revient dans l'écart, ils sont un peu surprises. Là, pourquoi vous voulez vous occuper de ça? Donc, c'est d'arriver à établir un lien de confiance. Puis il y en a qui ont carrément tourné la page. Ils ne veulent plus en entendre parler, à moins que la police les contacte et dise « Bon, on a résolu l'affaire ». Donc, c'est une approche quand même prudente, mais nécessaire
si on veut faire progresser l'enquête puis voir où ce que ces familles-là en sont aujourd'hui pour progresser. Et pourquoi c'était important pour vous, dans votre livre « Les enfants de novembre 1984 », d'obtenir la préface de Claude Poirier? Au-delà qu'il est connu, mais je veux dire, c'est un chroniqueur judiciaire, un des plus célèbres, mais au-delà de ça, pourquoi c'était important d'avoir Claude Poirier? Bien, Claude Poirier avait déjà participé à mon documentaire d'origine, novembre 84, qui est sorti en 2014. Claude est devenu un ami aussi avec le temps. Et c'est une référence en la matière parce que Claude avait aussi couvert ces événements-là à l'époque. Donc, il avait rencontré les familles, il avait suivi ça. Je pense qu'il travaillait pour CGMS à l'époque. Donc, il connaissait très, très bien ces dossiers-là. Et lui, Claude aussi, avait rencontré un des principaux suspects, Claude Quévillon, avec qui moi, j'avais enquêté. Donc, c'était important pour moi de l'avoir. Puis là, j'ai demandé à Claude, serais-tu intéressé de faire ma préface? Il a accepté sans trop non plus. Tu sais, ça a été un oui, puis pas une hésitation. Claude me fait beaucoup confiance, puis je suis content de... Ben, c'est comme pour vous, est-ce que c'est une reconnaissance d'avoir la confiance d'un homme comme lui quand même? Absolument. C'est un bel exemple à suivre, Claude. En matière judiciaire, là, les affaires policières, c'est une référence, en tout cas. Oui. Puis en tout cas, je pense que ça amène encore plus, puis sans enlever votre travail, mais ça amène encore plus, j'imagine, un peu de reconnaissance de votre travail, mais aussi auprès du public aussi. Exactement. D'avoir un lien de confiance. Tout à fait. C'est une façon d'approuver tout ça. Absolument. Ben, merci beaucoup à vous, Madame, Monsieur Parent. Espérant pouvoir vous accueillir à nouveau dans un autre dossier. Tiens. Oui, parce que là, je passe un petit peu plus à la fiction, mais je viendrai vous voir parce que je fais toujours des projets calqué sur des faits vécus. Alors, à très bientôt dans ce cas. Merci. Merci à vous. Au revoir. Faisons un peu la mise à jour côté sport. Tout d'abord, il y aura du patinage gratuit cet automne à la Place Belle pour les Lavallois. Depuis le lundi 25 septembre, les citoyens de Laval qui ont désormais accès gratuitement aux glaces communautaires de la Place Belle pour du patin libre. Certains horaires des glaces communautaires de la Place Libre sont maintenant donc réservés pour du patin libre. Il s'agit de la période de 10h30 à 12h30 les lundis, mercredi et vendredi. Le stationnement et la location d'équipement est également offerte aux citoyens patineurs. Une programmation spéciale est prévue pour Halloween, la période des fêtes et la relâche scolaire. Et pour profiter du service, les Lavallois peuvent réserver leur glace à partir de 5 jours avant la date souhaitée via le site web de la Place Belle, section patinage libre. La capacité d'accueil de la patinoire est de 100 personnes. Alors évidemment, on vous souhaite une belle partie de plaisir et une preuve de résidence à Laval où la carte Avantage Laval sera aussi demandée pour réserver ou accéder à la patinoire gratuitement. L'accès au stationnement pour le secteur communautaire se fait via la porte publique qui se trouve sur le boulevard Concorde-Ouest, tout juste là, avant le boulevard Corbusier. Et un coupon sera remis sur place pour la gratuité aussi du stationnement. Alors, belle initiative de la part de la ville de Laval. Les pétroliers qui poursuivent d'ailleurs leur bon début de saison côté hockey. Les pétroliers de Laval qui ont ajouté une victoire et une défaite à leur fiche au cours du week-end d'activité du 13 octobre dernier dans la Ligue nord-américaine de hockey. Laval qui a d'abord signé un gain de 5-4 contre le 3L de Rivière-du-Loup dans un match présenté le 13 octobre au Colisée de Laval. Les Lavallois qui ont ouvert la marque en première période, puis ont ajouté 3 buts rapides au deuxième 20 pour prendre une avance de 4-0. La formation du Bas-Saint-Laurent qui a tenté de revenir dans le match en inscrivant 2 buts, mais les pétroliers finalement qui ont inscrit un 5e filet pour reprendre une priorité de 3 buts et ainsi assurer une victoire aux siens. Le 3L n'avait toutefois pas dit leur dernier mot et ont entamé une nouvelle remontée en fin de troisième qui est toutefois arrivée à court de temps. Il faut dire que Nathan Larose s'est illustré dans la victoire en obtenant 1 but et 3 points. Maxime McEnauer et aussi Yann Sauvé ont quant à eux cumulé 2 points. Les pétroliers qui ont ensuite subi la première défaite de leur campagne 2023-2024 dans leur rencontre du lendemain du samedi contre le Cool FM de Saint-Georges. D'ailleurs, les tenants en titre de la Coupe Verdure dans la Ligue nord-américaine de hockey par la marque de 5-3. Les Lavallois qui ont pris des avances de 1-0 et de 2-1. Puis les champions en titre du circuit qui ont pris les commandes du match. Les deux équipes qui sont tout de même demeurées à égalité jusque dans les 5 dernières minutes de jeu, lors desquelles Saint-Georges a compté 2 buts en 13 secondes. Et lors du week-end dernier, les Pétroliers de Laval aussi qui ont connu un autre excellent week-end, donc en récoltant 2 victoires dans leur programme double contre le Marquis de Jonquière. Laval qui a d'abord signé un gain de 5-2 devant quand même 2295 spectateurs réunis au Colisée de Laval
à l'occasion de la soirée hommage au vétéran Derek Parker. Le vétéran de 40 ans évolue au sein de la Ligue nord-américaine de hockey, dis-je, depuis la saison 2005-2006. Et les Marquis ont été les premiers à s'inscrire au pointage lors d'un désavantage numérique en fin de première. Laval qui a toutefois répliqué sur ce même jeu de puissance pour retourner au vestiaire à égalité. Les hommes de Daniel Gauthier se sont mis en marche en deuxième période, se créant une avance de 2 buts par l'entremise de Yann Sauvé, de Joël Caron, de Zach Zorn aussi qui a offert une priorité de 3 buts aux locaux en début de troisième engagement. Puis les deux équipes se sont échangées un autre but. Au total, vous connaissez un petit peu la Ligue nord-américaine de hockey, 165 minutes de pénalité qui ont été décernées lors de cette rencontre. Ça, c'est plus dur à contourner qu'un cône orange. La deuxième rencontre du week-end qui avait lieu d'ailleurs au Palais des Sports du Saguenay, les Marquis qui ont pris une avance de 4-2 en début de deuxième période, puis les Pétroliers qui ont répondu avec un but de Nathan Larose. Nathan Hodgin, qui disputait seulement un deuxième match avec l'équipe, a ensuite ramené tout le monde à la case départ en fin de troisième période. Loïc Léveillé qui a joué aussi les héros en prolongation en inscrivant son troisième filet de la saison. Les unités spéciales qui ont été un facteur clé de ce match, puisque chaque équipe a inscrit 3 filets en 8 occasions quand même. Laval qui présente désormais une fiche de 5 victoires et 1 défaite et 10 points depuis le début de la saison. Les Éperviers de Sorel-Tracy viennent au deuxième rang avec une fiche de 4 victoires en temps régulier et 1 défaite en prolongation. Ils ont donc 9 points et ils sont suivis par Jonquière, l'Assurance de Thetford, le Cool FM de Saint-Georges, voilà, et le 3L de Rivière-du-Loup. Et on discute toujours hockey parce que c'est une première victoire pour l'entraîneur-chef lavallois d'origine, Pascal Vincent. Les Blue Jackets de Columbus qui a signé un gain de 5-3 contre les Rangers de New York à l'occasion de leur deuxième match de la saison régulière 2023-2024. Celle-ci permet à l'entraîneur-chef Pascal Vincent de remporter donc un premier match, mais à titre d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Les troupes du Lavallois qui ont pourtant commencé la rencontre du mauvais pied en accordant un mauvais but dès la première minute de jeu. Le capitaine Boone Jenner qui a toutefois assuré la réplique en inscrivant 2 buts au cours de ce même engagement. Et l'attaquant canadien qui a ensuite complété son tour du chapeau en milieu de période médiane. Le jeune défenseur David Jiricek, quant à lui, inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale un peu plus d'1 minute plus tard pour donner une priorité de 4-1 aux Blue Jackets. Et les Rangers qui ont tenté de revenir dans le match en inscrivant 2 buts dans le troisième 20, mais Columbus qui a répliqué par l'entremise de Justin Danforth pour finalement s'assurer de la victoire. Et on va pour les partisans de Pascal Vincent et du Blue Jackets de Columbus surveiller une date bien précise sur le calendrier parce que le Blue Jackets sera prochainement du côté du Centre Bell de Montréal à la fin du mois d'octobre. Et lors de sa nomination à titre d'entraîneur-chef de l'équipe, Pascal Vincent n'avait d'ailleurs pas caché que cette date était encerclée pour lui et pour sa famille sur le calendrier. Au tennis, Leila Annie Fernandez, qui est sacrée championne à Hong Kong, la Lavalloise. Leila Annie Fernandez qui a remporté le tournoi de Hong Kong de la WTA grâce à un gain de 3-6, 6-4 et 6-4 en finale contre Katrina Siniakova. Il s'agit du 3e titre de la carrière de la Lavalloise, mais de son premier depuis février 2022. Nous avons eu 2 années très difficiles à mentionner Fernandez à la WTA. Ma famille, mes parents, mon entraîneur et mon entraîneur de performance sont restés avec moi. Ils m'ont motivé à continuer et le travail donc est difficile à payer. Espérons que nous pourrons continuer dans cette direction. Après avoir perdu la première manche, Fernandez qui a répondu avec aplomb au deuxième set en prenant une avance de 4-0. Et la Tchèque a ensuite pris un arrêt médical. Il est parvenu à recoller au score, soit 4-3. Et Fernandez est toutefois parvenu à conserver son avantage en sauvant 6 balles de bris et finalement a terminé le travail 2 jeux plus tard. Elle a aussi finalement terminé le travail au 3e set après 2 heures et 49 minutes de jeu. Rappelons que l'athlète âgée de seulement 21 ans a vaincu la favorite Victoria Azarenka par abandon au premier tour, suivi de Mira Andreeva, Linda Furtiova et aussi finalement Anna Blinkova pour atteindre la finale de ce tournoi WTA 250. Et grâce à ce titre, Fernandez devrait remonter au 43e rang mondial. Et de ce fait même, Leila Annie Fernandez mènera aussi la formation canadienne qui prendra part à la Coupe Billie Jean King qui se déroule du 7 au 12 novembre à Séville, en Espagne. La Lavalloise sera la joueuse la mieux classée en simple de l'équipe canadienne qui sera composée de Fernandez, de Rebecca Marino, de Gabriela Dabrowski, aussi de Eugénie Bouchard et de Marina
Stachowicz. Et il y a les Canadiennes qui amorceront donc leur tournoi contre l'Espagne, suivi d'un duel contre la Pologne. La dernière confrontation face à l'Espagne remonte en 1992. Les Européennes avaient alors signé un gain de 2-1. Le Canada a plutôt remporté son seul affrontement contre la Pologne par la marque de 2-0 et c'était en 1980. Gymnastique, William Aymar qui a été sélectionné dans le cadre du programme Athlète olympique RBC qui soutient 54 athlètes canadiens en prévision des prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. Le gymnaste lavallois s'est qualifié pour la compétition avec ses coéquipiers canadiens à la suite de leur bonne performance à l'épreuve par équipe au championnat du monde de gymnastique en 2023. En plus d'obtenir un soutien financier, les athlètes sélectionnés par l'entreprise auront l'occasion d'acquérir une expérience professionnelle, de perfectionner leurs aptitudes et de faire connaître leur marque personnelle. Ils joueront aussi le rôle d'ambassadeurs de la marque en véhiculant aux clients, employés et Canadiens, finalement, les valeurs olympiques, tels que le travail d'équipe, la poursuite de l'excellence, l'engagement et le leadership. Le programme Athlète olympique RBC s'inscrit dans l'engagement de longue date de RBC à soutenir les athlètes olympiques à chaque étape de leur carrière, qu'il s'agisse de les aider à réussir dans leur discipline ou de préparer leur transition à la vie après le sport. C'est ce qu'a mentionné Shannon Cole, qui est vice-présidente marketing chez RBC par communiqué. Nous sommes ravis d'accueillir ces athlètes d'exception dans nos rangs et sommes impatients de célébrer leur réussite personnelle et sportive, a-t-elle aussi décliné. Parmi les autres athlètes sélectionnés, notons la présence de la plus grande médaille olympique canadienne, soit Penny Oleksiak en natation, le duo de volleyball Brandy Wilkerson et Melissa Umana Paredes, ainsi que le tenant du titre de champion du monde en décathlon, Pierce Lepage. Voilà, c'est ce qui complète notre actualité sportive. L'hypnose peut s'avérer un outil utile pour vous. On va d'ailleurs vous démystifier le domaine de l'hypnose avec 4 types d'ailleurs que peuvent avoir recours les hypnologues. Il est hypnologue en plus, il enseigne, il forme les futurs hypnologues et je suis très content d'accueillir encore. Salut Dany Labrec. Salut Alex, ça va bien? Ben, ça va très bien toi? Oui, excellent. Démystifions justement ce monde de l'hypnose. Il y a 4 types donc d'hypnose reconnus. On pourrait commencer peut-être avec, disons, la classique. C'est comme ça qu'on l'appelle? On appelle l'hypnose dite classique. C'est une hypnose qui est très directive. C'est celle, en fait, pour les gens qui... on peut se projeter dans le monde du spectacle avec cette hypnose-là. C'est l'hypnose qu'on utilise avec les fascinateurs. Donc, et aussi, Mesmer, mettons, recours à la classique. Là. Absolument. Et aussi, on l'utilise dans le domaine médical parce qu'elle est très directive comme approche. On n'a pas les enjeux thérapeutiques qu'on a besoin d'utiliser quand on fait une approche de ce genre-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est direct et employé vraiment d'une manière non détournée. Et par exemple, si on prend l'hypnose ericksonienne, bon, précise ce que c'est, puis par la suite, j'aurai une question évidemment en développement, là, mais absolument. Parce que ça me fascine. L'hypnose ericksonienne, c'est une hypnose qui a été développée par le psychiatre Milton Erickson. Donc, c'est quelque chose, plutôt que d'être directif, là, c'est vraiment beaucoup plus subtil, hein, on va dire astucieusement flou, artistiquement vague au niveau de l'approche, pour pas justement que la personne puisse prendre connaissance des suggestions qui sont faites à son égard. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus subtil et ça demande aussi une certaine participation de la personne qui, en fait, reçoit l'hypnose. Admettons, là, je suis avec toi. Là. Oui. OK? Puis là, on est juste seul. Est-ce que tu as le temps de me faire la différence entre les deux en intervention? C'est plutôt, il faudrait être dans un contexte un petit peu plus fermé. C'est sûr qu'on pourrait avoir des suggestions, par exemple, plutôt directes, qui seraient du genre « dormez, je le veux, vous allez dormir, quand je vais claquer les doigts, à ce moment-là, vous allez vous sentir reposé, endormi ». Ça, on est plus dans des suggestions directes de ce genre-là. Ça, c'est classique. Classique. Ouais. Et on pourrait avoir des suggestions indirectes. On pourrait dire, bien, par exemple, à quelqu'un, laquelle des 2 chaises te semble la plus confortable pour entrer en transe? Okay. Donc là, on sous-entend que peu importe le choix, on appelle ça un choix illusoire, la personne qui va s'asseoir, en fait, va choisir la chaise la plus confortable pour entrer en transe. Ça, c'est ericksonienne. Oui, ça serait très ericksonien au niveau de l'approche. Et là, c'est sûr que là, si c'est classique, si mettons, là, j'ai une chaise là, présentement, j'ai un banc,
Mais là, si tu m'en voûtes, je vais le dire comme ça, je m'excuse, je n'ai pas toujours le lexique requis comme vous, les hypnologues. Mais là, admettons, tu me fais croire, tu peux me faire croire qu'il y a une chaise à côté, puis je pourrais être dans les airs, puis avoir l'air d'un... Tu sais, comme ça, là, puis finalement, il n'y a pas de chaise et je pourrais être assis dans le vide. Oui, ça serait quelque chose qu'on retrouve dans l'hypnose de spectacle. Donc, c'est quelque chose qui est amusant, c'est divertissant. Ça n'a pas en tant que tel une teneur thérapeutique. Ouais. Donc, dans la deuxième suggestion que je t'ai proposée, Ericksonienne, il y a quelque chose de thérapeutique parce qu'on veut induire chez la personne un certain confort, un certain état de détente et de relaxation. Mais l'effet thérapeutique, si par exemple on parle de la nouvelle hypnose, est-ce que c'est des bienfaits différents compte tenu que la méthode est différente aussi si on se tourne vers la troisième? Oui, la méthode est différente parce que là, on va demander à la personne d'être beaucoup plus autonome parce que dans l'approche ericksonienne, même si elle est, on va dire, plus subtile, il reste quand même qu'il y a une participation avec la personne, mais on rend la personne moins autonome. Dans la nouvelle hypnose, c'est vraiment, on va prôner l'autonomie de la personne. C'est d'ailleurs l'hypnose qui est pratiquée, on va dire, de manière générale au niveau du public. Donc, c'est vraiment une approche où on veut rendre l'autonomie à la personne. Et justement, dans ces trois conditions-là, les trois types d'hypnose qu'on a parlé, on les catégorise dans un type d'hypnose dite traditionnelle, c'est-à-dire que les trois dont on parle visent la dissociation, c'est-à-dire la séparation entre le conscient et l'inconscient de la personne. Et c'est quand on sépare les deux et que le thérapeute prend en charge l'inconscient de la personne, c'est là qu'il peut justement amener des suggestions pour le mieux-être ou dans le cadre du spectacle ou même au niveau médical pour des étapes d'analgésie ou d'anesthésie, donc la gestion de la douleur. Ces trois hypnoses-là amènent cette dissociation-là. Et toutefois, comme tu dis, on n'a plus nécessairement pour la personne qui se fait hypnotiser, finalement, on n'a plus conscience nécessairement, on est dans un état pas nécessairement de conscience, c'est vraiment la destinée qui est entre nos mains, je vais dire comme ça, de l'hypnologue. Là. Oui, bien, on est toujours présent. C'est juste que cette partie-là consciente de nous, elle n'entend pas, au sens du terme, elle ne prend pas connaissance des suggestions qui sont là. Donc, un bon hypnothérapeute qui prend en charge l'inconscient de la personne, bien évidemment, il est dans la bienveillance, dans l'éthique, pour amener des suggestions qui vont faire en sorte que la personne va mieux aller. D'ailleurs, on va mettre des conditions. Au début, on va dire à l'inconscient, s'il y a des suggestions dont tu ne veux pas, laisse-les aller et prends seulement ce qui t'est utile. Donc, ça vient protéger, en quelque sorte, l'intégrité de la personne. Puis, ça vient un petit peu dans la poursuite vers le quatrième, donc le quatrième type d'hypnose, l'humaniste. Ça aussi, c'est une approche bienveillante également. Oui. Pour l'avoir déjà usé avec justement une hypnologue que tu connais bien. Oui. Très, très bien. Oui, absolument. Oui, c'est ça. C'est donc toujours dans la bienveillance. Là. Oui, c'est toujours dans la bienveillance. Et surtout, la différence, c'est ce qui distingue, c'est que plutôt d'accentuer cette faille-là entre le conscient et l'inconscient, on va venir finalement, on va dire, la gommer, la fermer. Donc, on va justement amener la personne dans un état associé. Donc, c'est ce qui distingue l'hypnose humaniste de l'hypnose traditionnelle. Et on va amener cette personne-là dans ce qu'on appelle un état augmenté de conscience. C'est un peu l'effet d'être ce qu'on appelle dans le flow. Ça veut dire que les choses coulent de source d'elles-mêmes. C'est pas une hyper-vigilance, mais c'est plus une hyper-présence à ce qui est autour de nous. Et là, en fait, la personne est réellement autonome parce qu'elle ne dépend plus des suggestions de l'hypnothérapeute, c'est-à-dire des suggestions, on va lui parler, lui demander de faire des choses, mais vraiment, elle est autonome en ce sens que ce n'est pas l'hypnothérapeute qui prend en charge son inconscient, mais c'est bien la personne qui le fait d'elle-même. Aussi. Est-ce que toutes les conditions, ou je sais qu'on l'a un petit peu évoqué tantôt, mais pour chaque type d'intervention, surtout les trois dernières, là, les approches ericksoniennes, dites humanistes aussi, et la nouvelle hypnose, est-ce qu'il y a des contextes différents dans lesquels elles peuvent être employées? Par exemple, on veut se faire soigner, on a des problèmes peu importe de l'ordre, on veut faire un deuil, on a des problèmes de consommation, par exemple, de certaines substances. Est-ce que ça va être plus dit humaniste ou il y aura des contextes pour utiliser certains types d'hypnose? C'est sûr qu'il y a des contextes qu'on va utiliser l'hypnose. Donc, il y a des endroits où toutes les hypnoses sont bien utilisées
pour ce genre d'intervention-là, c'est-à-dire ça peut être au niveau des dépendances, ça peut être au niveau des insomnies. La différence, c'est vraiment une question de choix de la part du praticien. C'est sûr que du côté, de l'hypnose humaniste, ce qui amène, c'est que la personne, on l'amène vraiment à une prise de conscience d'elle-même. Donc, il y a quelque chose, quand on dissocie quelqu'un, en fait, la personne se rappelle pas, on ne doit pas lui parler de ce qu'on a fait, tandis qu'on est libre, justement, de discuter avec ça. On est beaucoup plus un guide et un pédagogue en hypnose humaniste qu'on pourrait être vraiment quelqu'un qui travaille avec des suggestions dans une hypnose dissociante. Donc, évidemment, avec la conversation que va avoir l'hypnologue avec le client, finalement, on va déterminer peut-être la meilleure approche puis pour avoir le meilleur bienfait selon la réalité du client, finalement. Oui, absolument. Et c'est cette raison-là, pourquoi on les distingue, c'est parce qu'il y a beaucoup, on va dire, de dérives commerciales au niveau de l'hypnose. On peut, comme le mot hypnose est mystérieux, on peut l'associer à plein d'autres qualificatifs. Et là, les gens ne savent plus où aller, disons, qu'est-ce qu'ils reçoivent, autant au niveau des formations que des rencontres avec des thérapeutes. Donc là, de mettre ces balises-là qui sont claires, les balises au niveau des types d'hypnose, ça vient clarifier en quelque sorte ce que les gens peuvent expérimenter dans ces états-là. Denis Labrec, merci beaucoup. Un grand plaisir, Alex. On ne s'est pas appelé, mais je pense qu'on match, on va se permettre l'espagnol avec sa robe magnifique. Salut, ma chère Monia Abadi. Salut, Alex, ça va? Ben oui, chroniqueuse, bien sûr, à cette émission. J'aime ça te recevoir, puis je rappelle que tu es coach de vie aussi, et c'est pour ça que tu nous arrives souvent avec des sujets en corrélation avec ça dans ta profession de manière quotidienne. Là, il y a un masque. Yes. Thématique, c'est masque que nous portons. Là. Deuxième, troisième niveau, dois-je y voir un lien? Je parlerais plutôt des rôles qu'on joue. Oui, OK. OK. L'Halloween s'en vient, mais non. C'est ça. J'étais dedans, moi, là. Mais justement, tu le déclines comment? De quel axe tu veux aborder ce sujet aujourd'hui? Je veux l'aborder par rapport au rôle qu'on joue en tant que parent, en tant qu'individu, en tant qu'employé. Puis j'aimerais ça démystifier un peu le fait qu'on porte tous des rôles, OK? Oui. On porte tous des masques, puis c'est correct de le faire. D'ailleurs, as-tu un masque présentement? Non. En mets-tu un pour venir faire la chronique? Non, pas aujourd'hui. OK, pas aujourd'hui. OK, c'est bon. Alors, c'est pour nous faire réaliser qu'on porte des masques, on a des rôles qu'on joue, puis c'est correct. Mais c'est de nous inviter aussi à retourner à notre source des fois, puis des enlever. Puis de ne pas s'amener à une place où est-ce qu'on va être brûlé ou fatigué ou un burn-out pour pouvoir les enlever. Donc, c'est de garder un espace où est-ce qu'on réalise qu'on en a besoin dans notre quotidien, puis de pouvoir les enlever de temps en temps sans avoir à se rendre malade. Moi, je sens, et je dis pas que tu es parfaite et que tu n'en portes pas, parce que comme tu dis, je pense qu'on en a tous déjà porté dans notre vie. Oui. Et puis maintenant, peut-être qu'on en prend juste plus conscience et que lorsqu'on survient, ou lorsqu'un moment survient où on peut peut-être en porter un, on se freine puis on revient à l'authenticité, mais porter un masque, justement, la personne peut-être qui est à l'écoute actuellement se pose la question, qu'est-ce que c'est pour toi ta définition de porter un masque? Est-ce que c'est de dire oui à quelqu'un pour plaire, pour pas déplaire en fait? Tout à fait. Ça, c'est un excellent exemple, mais je vais t'en donner un autre que j'ai vécu récemment. Je suis allée faire un shooting photo. Et on m'a demandé de mettre différents outfits. OK? Oui. Quand je suis arrivée avec mon veston, je me sentais pas bien, Alex. Pourtant, j'ai été dans le monde corporatif pendant une 20aine d'années. Et je me sentais pas bien. Pourquoi? Parce que c'était mon ancienne vie, c'était le rôle que je jouais, il était une fois. Lorsque j'ai transitionné les outfits, plus je rentrais dans mon enfant intérieur, dans les couleurs, dans la magie, plus je prenais de l'ampleur, plus c'était facile pour moi, plus je me sentais vraiment dans mon élément. Ta place. Donc, c'est un exemple parfait pour expliquer ça. Le rôle de l'entrepreneur, le rôle du corporatif, j'en veux plus de ça, Alex. Puis ça a paru dans la séance photo, même la photographe, elle me le disait, baisse les épaules, tourne-toi, c'est correct, respire. Elle me disait de respirer. Quand je suis arrivée avec mon outfit de fée, elle n'avait pas besoin de me dire grand-chose. Ouais. Puis,
comment on peut accueillir ces moments-là et tenter, parce que comme toi tu dis, je me sentais pas bien. C'est un veston, là. Oui. Je veux dire, tu n'avais qu'à l'enlever, mais parfois, ça peut être difficile pour certains, juste ne serait-ce, là, je fais l'image, là, Oui, c'est une image, là, évidemment, là, mais d'enlever son veston, de sortir de de cette... Parce qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps qu'on reste derrière le masque pour poursuivre dans la métaphore, que c'est difficile de revenir et de se sortir de ce piège-là, finalement, de ce guépier-là. Alors, as-tu des trucs pour nous, justement, de manière concrète? Alex, je vais te demander de tenir la corde. OK. Et je vais te donner des ciseaux, puis je vais te demander de couper la OK, tu corde. me demandes pas... c'est juste de la couper, là. C'est juste de la Comme on dit, couper. on se prend pas encore au cou, on se marie pas, là. Non. OK, je la coupe. C'est bon, c'est bon. T'es capable. correct. OK. Voilà, c'est fait. La raison pour laquelle on n'enlève pas les masques, souvent, c'est pour ne pas perdre les liens avec les personnes qui sont autour de nous. Ouais. Mais en faisant ça, on perd le lien avec nous-mêmes. Parce C'est que des fois, on n'est pas authentique, on fait des choses pour plaire les autres, pour que les gens restent autour de nous. Mais c'est avec nous-mêmes qu'on est en train de couper le lien. Ouais, puis moi, j'ai fait ça récemment. Puis là, ça va paraître un peu banal comme exercice pour les gens qui nous écoutent. Je me suis retiré de tout site de rencontres. J'étais sur des sites de rencontres. Bon, la façon de rencontrer 2023, c'est de s'afficher sur des sites de rencontres comme Facebook Rencontres, Tinder, nommez-les. C'est tous à peu près la même formule. On swipe à gauche, on swipe à droite, donc selon notre intérêt ou non, évidemment. Et j'étais tanné de ce manque d'authenticité-là. J'étais tanné surtout aussi de cette perte de temps-là, d'avoir toujours à me vendre, d'avoir toujours... Et ça me créait de l'anxiété parce que je ne sentais pas que j'étais purement, disons, honnête, parce qu'on va tous se montrer sur notre meilleur jour. Donc, même si on est une personne intrinsèquement qui a des belles valeurs, des bonnes personnes, qui a quand même dans notre vie de tous les jours, au travail ou avec les relations avec nos proches, des gens authentiques, n'en demeure pas moins que je pense qu'on manque tous un peu d'authenticité sur les sites de rencontres. C'est pour ça que je me suis retiré depuis 2 mois et demi maintenant de tout site de rencontres. Et bon, c'est pas pour moi, je veux dire, je suis pas plus vertueux qu'un autre. C'est juste que je laisse la vie me présenter les choses, des gens m'aborder ou des situations qui pourraient m'apporter de belles rencontres, finalement se provoquer par elles-mêmes. Et je me suis jamais senti aussi bien que ça. Libre, hein? Libre. Et ma foi, je me sens bien, mais je me sens honnête, je me sens puis en phase avec la personne que je suis, avec la personne que j'ai probablement toujours été. Puis je n'étais pas une mauvaise personne, j'en suis persuadé pour autant, mais je suis persuadé que dans un avenir, peut-être un court moyen, lorsque, en tout cas, du moins, ça surviendra, que je rencontrerai une personne avec qui je voudrais peut-être m'engager, ben je serai prêt probablement plus que jamais. Parce que j'ai appris, oui, c'est ça. Tu as appris énormément de choses sur ces sites-là. Tu ne pourras pas me dire que tu n'as pas appris non, énormément j'ai appris. de choses. Et voilà. Ah oui, j'ai appris ce que je voulais puis ce que je voulais plus. Puis toi, je te check dans le creux de la caméra, puis si ça te tente, ah ouais, appelle-moi. Fait que, non, mais soyons... Non, mais c'est ça, je reviens un petit peu en étant sérieux, mais c'est sûr que j'ai appris ce que je voulais plus, ce que je voulais, puis c'est une belle façon de voir les sites de rencontres, c'est d'apprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, puis beaucoup de choses, comme tu dis, sur toi-même. Donc, si jamais, je te dis pas d'y retourner, mais si jamais tu retournes sur les sites de rencontres, essaye de voir si tu es capable de rester authentique. C'est un gros défi. Je pensais que tu allais me dire si jamais tu veux, lâche mon coup de fil. Mais ce sera pour une autre fois. Je vais continuer encore à essayer. Mais merci beaucoup. Merci Monia, beaucoup. Puis, merci à toi. C'est toujours porteur. Puis à chaque fois, puis je vais révéler ça en terminant de manière plus sérieuse. Oui. Chaque fois que tu arrives sur le plateau ici, il y a une belle énergie qui se dégage et je me sens bien. Et je pense que tu as cet effet-là sur les gens aussi. Merci, je voulais te Alex, dire ça parce que ça fait quelques mois de collaboration qu'on a. Et quand on dit que l'énergie d'une personne peut avoir un impact dans notre quotidien ou autour de nous, t'en fais partie. Merci, de manière Alex, positive. Ce sera les mots de la fin, mais je le pense sincèrement. Merci. Et j'ai pas besoin d'être sur un site de rencontre pour le dire. non. Merci beaucoup. Merci à toi. Monia. Bye.
C'est un livre qui est paru en 2011, tout d'abord, mais il a été revu et corrigé, disponible à nouveau dans toutes les bonnes librairies. Très content de parler avec Isabelle Doré, qui est autrice de plusieurs romans, dont Mathilde Brabant. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ça a été pour vous un élément essentiel, ou plutôt c'était essentiel de le relancer, ce livre-là, de le revoir et de le corriger? Et est-ce que je vais vous répondre la vérité? Oui, toujours. Juste la vérité. La vérité étant que, dans un premier temps, ça a été édité chez Michel Brûlé. Ouais. Michel Brûlé n'a jamais lu Mathilde Brabant. Maintenant, il est un peu trop tard. Ouais. Et puis, il n'a pas fait beaucoup d'efforts à l'époque pour... je n'étais pas dans ses préférés, là, dans son écurie d'auteurs et d'autrices. Alors, le livre, il est passé un peu sous le radar. Quand vous dites qu'il n'a pas fait d'efforts pour en faire peut-être la promotion, oui, le mettre sur plusieurs tribunes, finalement. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Quoique, pour sa défense, je pourrais dire que la littérature au Québec... c'est difficile de trouver des tribunes pour en faire la promotion. Et c'est dommage. Oui. Parce que la culture en général, la littérature, entre autres, c'est un socle pour un peuple. Oui. Et donc, il devrait y avoir beaucoup plus de tribunes pour la littérature, la vraie. La vraie, je veux dire, pas des livres sur les chars de l'année ou pas des livres qui sont nécessairement écrits par des vedettes, mais qui n'ont peut-être pas une valeur littéraire. Puis là, je ne veux pas dire, je suis en train de glisser là, sur une pente parce que je ne veux pas dire que j'ai une valeur littéraire. C'est à vous de le déterminer. Mais en même temps, je comprends très bien ce que vous avancez, mais je pense que les gens, et puis je vais aussi fermer la parenthèse par la suite parce que je veux qu'on prenne le temps de parler de votre livre, mais on a le temps encore. Et je pense que les gens, quand même, avec la pandémie, s'il y a ça de beau, redécouvert non seulement les artisans de la culture au Québec et les livres, nos auteurs, nos autrices comme vous. Là. Je pense que les gens ont pu renouer. On avait le temps de lire, puis je pense que par la suite, il y a encore un intérêt qui est resté de ces débuts de pandémie. Est-ce que je me trompe peut-être? Bien, je ne sais pas. Moi, mais j'ai lu ça. C'est pas la première fois que je l'entends, puis je me suis réjouie en lisant ça, que oui, il y avait eu une recrudescence de lecteurs. Le lectorat a augmenté pendant la pandémie, puis tant mieux, mon Dieu. Tant Parce mieux. que moi, c'est ce que je ressens encore. Bien, c'est sûr que moi, étant un grand amant de la culture, mais j'ai autour de moi des gens qui lisaient peut-être un peu moins de littérature. Premièrement, ils ne consommaient pas vraiment de la littérature québécoise. Mm-hmm. Et se sont tournés. On a vu... au mois d'août, j'achète un livre québécois qui a battu des records de vente cette année. Et c'est pour ça aussi que je viens étayer un peu mon propos avec ça. Salomé Corbeau aussi, qui se mobilise pour la Fondation de l'alphabétisation, nous confirmait qu'elle sent, elle aussi, une recrudescence d'intérêt autour de la littérature québécoise. Alors, on se réjouit si ça peut justement permettre à votre livre d'avoir, disons, un regain, finalement, d'intérêt. Ouais. Et pourquoi, justement, vous l'avez revu et corrigé? Est-ce que ça, c'était... Il y avait une volonté? Parce avant d'ouvrir les caméras, vous m'avez dit il y avait des choses là-dedans qui n'étaient pas nécessairement, de ce que j'ai compris, en 2023, peut-être encore... est-ce que je ne veux pas m'avancer trop, là, mais c'est ce que vous m'avez dit. Mais c'était pas idéologique. Les corrections n'étaient pas idéologiques, pas du tout. Mais au tout début, j'avais la prétention qu'il n'y avait rien à corriger là-dedans. On se dit souvent là, que quand un livre est publié, là, c'est parce qu'il n'y a aucune faute. Moi, je vous dirais que ça m'arrive de lire dans la Pléiade. C'est quand même une grande maison d'édition. Ouais. Et puis des coquilles, on en trouve beaucoup des coquilles. Mais là, c'était plus que des coquilles. D'abord, j'ai coupé des choses. J'ai coupé des redites. Il n'y a rien de pire que des redites. J'ai coupé des redites. Qu'est-ce que j'ai fait? Là? Je me souviens d'avoir travaillé fort pendant un mois de temps. J'avais un lecteur privilégié qui est mon fils, qui me relisait à mesure, puis qui lui aussi me demandait de corriger des choses. Élaguer, clarifier, surtout des phrases trop lourdes. Bon. Et ensuite, mon éditrice, qui est formidable, qui est d'une rigueur exceptionnelle, elle avait des choses à redire quand je lui ai remis ma version corrigée. Et ensuite, il y a eu des relecteurs, des réviseurs qui travaillent pour la Pleine Lune, qui avaient eux aussi des choses à corriger. Puis à chaque fois, je me disais, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça.
C'est incroyable. Mais la langue, c'est compliqué. Puis la langue française n'est pas facile. J'avoue. Alors, ça peut être aride parfois. Verbalement et à l'écrit, c'est vraiment une langue pas facile. Mais en tout cas, vous semblez bien la maîtriser parce que, d'ailleurs, bon, Mathilde Brabant, on comprend, personnage central. Est-ce que ça vous a permis aussi ce recul-là plus d'une dizaine d'années, parce que c'est en 2011 la première parution? Est-ce que ça vous a permis aussi de prendre du recul par rapport à votre personnage central, par rapport à l'histoire? Est-ce que plus de tendresse, d'affection envers peut-être l'histoire originale aussi, en quelque sorte? Est-ce que ça vous a permis ça aussi? Mais je l'ai redécouverte. Oui. Et puis, de quelle façon, par exemple? C'est-à-dire que, mais je veux pas me vanter, je veux pas avoir l'air prétentieuse, allez-y, mais je suis tombée, faut que les gens achètent votre livre. Je suis tombée en amour avec Mathilde Brabant et je me suis rappelé à quel point je l'aimais. Mais je pense que tous les auteurs doivent s'attacher à leur personnage, même si on écrit des personnages monstrueux, ce qui n'est pas le cas de Mathilde Brabant. Mathilde est fine, c'est une femme fine. Ouais. Forte mais aussi, forte, déterminée dans une époque où... il fallait, là. Elle avait intérêt à être forte. Mais on peut écrire des personnages horribles moralement, mais il faut les aimer parce que si on les aime pas, le lecteur les aimera pas. Puis apprendre à aimer quelqu'un qu'on déteste, aimer un méchant, c'est pas facile. C'est un défi. C'est pas facile à écrire, puis c'est pas facile comme lecteur et comme spectateur. Oui, parce que vous avez parlé de Mathilde Brabant. Parlons de l'intrigue. On a encore évidemment du temps, parce que c'est une femme qui a une détermination incroyable à une époque où justement les femmes dans les années 50-60 étaient résolues souvent à un rôle de second plan. Oui. Et puis, est-ce que vous vous êtes inspiré un petit peu de... Parce que votre père est un réalisateur, bon, il a œuvré au sein de Radio-Canada, il était un des éléments importants des émissions jeunesse des années justement 60 qui fascinent tant encore plusieurs décennies plus tard. Est-ce qu'on s'est un petit peu imprégné de son passé, de son héritage familial pour construire l'intrigue de Mathilde Brabant? Bien sûr. Oui? Bien sûr. Je vous corrigerai, 60, c'est déjà trop tard. Ouais. 54, première diffusion de Radio-Canada, Pépinot et Capucine. Charlotte Boisjoli, ma mère, qui fait Pépinot. Ma tante, mon oncle joue dans Pépinot, mon père joue dans Pépinot et il réalise Pépinot. Alors, bon, déjà 54. J'ai vu ça, moi. Oui, en reprise. Ah, oui, ah, oui. Vous êtes jeune un peu. Oui. Oui. Alors, oui, c'est des précurseurs, autant au théâtre qu'à la télévision, autant mon père Fernand Doré que ma mère Charlotte Boisjoli. Oui, bien sûr. Et puis ma marraine Françoise Gratton, qui a fondé la nouvelle compagnie théâtrale qui est devenue le théâtre Denise Pelletier. Alors, j'ai grandi, je suis un enfant de la balle, là, comme on dit, j'ai grandi là-dedans. Alors, c'était facile pour moi d'abord de comprendre à quel point le métier d'acteur, c'est un métier difficile en partant. Tous les métiers sont difficiles, mais celui-là l'est encore plus parce que on peut obtenir ou perdre un rôle pour des raisons physiques. Oui. Et parce que vous avez une couette qui dépasse, vous pouvez pas avoir le rôle. Oui, c'est ça. Mais merci de me donner mon rôle, de me garder mon rôle quand même jusqu'à la fin de l'entrevue. Mais chose certaine, et c'est pour ça qu'elle a le nanisme. Là. Oui, elle est atteinte de nanisme. C'est une personne de petite taille. Exactement. C'est ça. Alors, elle est atteinte de nanisme. Elle a un talent foudroyant comme comédienne et elle devient une grande vedette de la radio à l'époque où on faisait des radioromans. Mais l'inauguration de la télévision, bien sûr, c'est une catastrophe pour elle. Mais après, on commence tout le combat de sa vie pour quand même connaître une carrière d'actrice malgré le handicap dont elle souffre. Contre vents et marées, elle réussit bien sûr à s'imposer quand même. Puis c'est bien contextualisé. Vous l'avez exposé, vos proches, votre famille ont œuvré dans ces années-là. Fait que vous aviez un contact direct avec eux. Donc, il y a vraiment une réalité, un réalisme assez aussi probant à la lecture. Alors, je vous remercie d'être passé. Sincèrement, que le livre, cette fois-ci, ait la portée qu'il mérite. C'est ce que je vous souhaite sincèrement. Merci. Très heureux d'accueillir une nouvelle collaboratrice. C'est Laurent Coulon, qui est opticienne. Salut!
Allô, Alex? Est-ce que tu es, tu sais, des fois, on a des formations professionnelles. Moi, j'ai des lunettes, là. Je suis certain que la première chose que tu as remarqué, tu m'as regardé les lunettes. Ça se peut-tu, ça, Ah oui, absolument. Oui, c'est la première chose que je regarde chez les gens. Si les lunettes sont droites, si elles vont bien, si elles sont à la bonne taille. Ah oui? C'est bon, je valide. Ah, est-ce que c'est bien? Oui, elles sont très belles, elles te vont très bien. Ah, merci, ça commence bien, une chronique, une collaboration, tout ça. Évidemment, je blague un petit peu, mais on va aborder aujourd'hui la presbytie. Qu'est-ce que c'est la presbytie? Alors, la presbytie, c'est quand on commence à plus bien voir de proche. Donc, c'est dû en fait à un vieillissement du cristallin. Donc, le cristallin, c'est vraiment la lentille naturelle de l'œil qui va te permettre en fait d'accommoder. Donc, c'est comme un petit peu un appareil photo qui fait le focus pour voir net. Le cristallin, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la lentille qui va te permettre de passer de la vision de loin à la vision de proche. Et quand on vieillit, on perd un petit peu d'élasticité au niveau du cristallin, donc ce qui va faire qu'on va petit à petit moins bien voir de proche et donc on devient presbyte. Est-ce qu'il y a des signes en fait qui peuvent nous indiquer qu'on a peut-être la presbytie ou un début finalement de? Alors, la presbytie, ça arrive donc chez tout le monde à partir de 40-45 ans. Donc, déjà, l'âge est un premier facteur. Et la deuxième chose, c'est quand tu as besoin d'un petit peu éloigner ton texte pour voir net. Oui. Il y a souvent des gens qui commencent à faire ça. Là, c'est que tu commences à devenir presbyte. Ouais, ça te prend des châssis. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tout le monde peut le devenir? Puis en même temps, je vais te poser une double question. Est-ce que ça peut seulement qu'être un œil et pas les deux yeux qui font de la presbytie? Alors, c'est les deux yeux en même temps. Ah, oui, et c'est un vieillissement naturel, vraiment universel. Donc, tout le monde devient presbyte un jour. Donc, à partir de 40-45 ans, on passe tous par là. Je suis encore solvable, mais plus pour longtemps. C'est rien que le dire. Fait que tu vas m'aimer. Tu vas avoir de l'ouvrage avec moi dans pas longtemps, dans quelques années, dans moins de 10 ans. Donc, ça évolue sur le temps aussi, au fur et à mesure qu'on vieillit. Au début, il y a des apparitions, puis ça peut évoluer éventuellement aussi. Mais ça ne se complique pas, je veux dire, dans le sens que tout ça ne peut pas nous empêcher de voir si on a, par exemple, les bonnes lunettes et la bonne prescription. C'est ça. C'est une évolution vraiment progressive. Ça va commencer petit à petit, puis ça va augmenter à peu près jusqu'à 60-65 ans, où ça va se stabiliser à ce moment-là. Et comment la corriger? Est-ce qu'il y a des types de verres progressifs, par exemple, qui peuvent nous aider? Ah oui, pour les corriger, donc pour corriger la presbytie, c'est vraiment les verres progressifs qu'on va utiliser en premier. Donc le verre progressif, c'est un verre qui va te permettre de voir à toute distance de façon nette, donc autant de loin, en intermédiaire et de proche. Donc c'est un surfaçage qui se fait de façon digitale. On va partir de la vision de loin au centre de la pupille et progressivement, la prescription va être de plus en plus forte pour voir en vision rapprochée. Et qui dit surfaçage digital dit technologie, qui dit technologie dit plusieurs gammes, plusieurs qualités de verre. Donc, c'est un petit peu ça aussi que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Il y a plusieurs qualités de verre progressifs sur le marché. Donc, en fait, la grande différenciation entre les différentes gammes de verre progressifs, ça va être la grandeur du champ visuel. Donc, plus on va monter en gamme, plus on va avoir un champ visuel large et confortable, moins on va avoir besoin de tourner la tête, plus le verre va être ergonomique, plus la transition va être douce entre les différentes gammes, entre les différentes visions. Pardon. OK. Mais ça vient pas, tu sais, je parlais des châssis tantôt, là, parce que, et là, c'est pas parce que tu as plus de grosses lunettes nécessairement. Là, évidemment, tout se passe dans les verres. Oui, exactement. Ouais. Et je te pose des questions qui peuvent paraître des fois peut-être un peu anodines ou... Mais non, pas du tout, au contraire. Mais évidemment, il y a des options là, si on ne s'adapte pas, parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui peut s'adapter à des verres progressifs. Est-ce que je me trompe? Il y a un faible pourcentage de personnes qui ne s'adaptent pas, parce qu'en fait, le verre progressif, étant donné qu'il y a plein de visions différentes dans le même verre, ça peut être un petit peu perturbant au début. Il y a des personnes qui peuvent avoir mal au cœur, qui ne se sentent pas très bien. Puis, il y a quelque chose, en fait, qu'il faut comprendre avec le verre progressif, c'est qu'il y a un temps d'adaptation. Donc, ça peut prendre une semaine jusqu'à un mois d'adaptation. Et c'est un petit peu une habitude à changer parce que, par exemple, il y a une situation particulière. Par exemple, quand on descend les escaliers, on va avoir tendance d'habitude à juste baisser les yeux pour pouvoir descendre les escaliers. Sauf qu'en bas du verre progressif, c'est la vision rapprochée, donc qui est calculée pour 40-60 cm. Donc, c'est complètement flou si on fait ça. Donc, il faut prendre l'habitude de baisser la tête. Il y a des personnes, au bout d'un moment, qui en ont un petit peu marre de toujours jouer avec leurs lunettes, qui ont du mal à s'adapter. Donc, quand c'est comme ça, même si c'est faible, l'option, ça serait d'avoir 2 paires de lunettes, voire 3. Une pour de loin, une pour de proche, une pour l'ordinateur. Donc, ça oblige un petit peu à switcher entre différentes lunettes. Ouais. Donc, c'est moins pratique. Le verre progressif reste la meilleure option. Et tu sais, ne serait-ce que lorsque nous, j'ose imaginer, récemment, j'avais dit ces nouvelles lunettes, justement, puis entre mes anciennes puis mes nouvelles, c'est la même prescription que j'avais dans mes verres, puis ça demande toujours un moment d'adaptation. Alors, j'ose imaginer que ça doit être aussi assez important, ou du moins pour la personne qui change,
ça doit être quand même difficile au départ Oui, aussi. oui. C'est ça, exactement. Ouais. Et est-ce que c'est moi, mais là, parce que vous êtes opticienne, fait que vous aidez les gens à bien choisir aussi les lunettes aussi, donc c'est dans votre mandat. Est-ce moi, on est dans la tendance des grosses... Oversize. Oui, c'est ça. On est vraiment dans la tendance présentement. On explique ça comment? Est-ce que c'est des modes qui passent? On peut pas vraiment l'expliquer? Oui, c'est vraiment une question de mode, en fait. Puis c'est un éternel recommencement, je te dirais. Donc, en ce moment, c'est vraiment l'oversize. Il y a aussi toujours le rond qui est très, très à la mode et les montures un petit peu cristal, en translucide, transparence, etc. Donc, ça, c'est une question de mode, oui. Ouais. C'est à voir, en tout cas. Puis, évidemment, pour avoir recours, parce que vous êtes opticienne, mais vous avez un ordre aussi des opticiens. Puis ça, c'est important aussi de s'y recourir. Tu sais, si on veut avoir de l'information, si on veut s'assurer d'avoir un bon service aussi à un nouvel endroit qu'on essaie, par exemple, peu importe, là, on peut s'y référer là, à l'ordre des opticiens. Oui, là, absolument. Oui. Il est là pour ça, autant pour les opticiens que pour le public. Oui, aussi. Alors, un grand plaisir, Laura Coulombe. Bien, merci beaucoup. Puis, on saura vous recevoir à nouveau pour jaser à nouveau de d'autres choses côté domaine des verres, sujet de la vue aussi, avec l'approche de l'hiver. Il y a changement de... On le sait, il fait noir. Non, mais tout ça rentre, veut pas, ça nous affecte sur plusieurs fronts. Alors, changement de saison et tout ça. Donc, on saura revenir avec bientôt d'autres sujets à ce sujet. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup à vous. Sophia Yanantuano et courtier immobilier est avec nous pour nous parler notamment des inspections pré-vente, puis aussi toutes les paperasses à remplir avant de peut-être prendre possession de notre maison de rêve. Sophia, salut. Allô, ça va bien? Bien, tellement content de te retrouver. Bien, pareillement. Étapes, elles sont différentes, mais tout aussi importantes quand on veut se porter acquéreur d'un nouveau domicile, d'une nouvelle demeure. Ouais. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une inspection pré-vente? OK. Je trouvais que c'était vraiment important aujourd'hui de vous parler de toutes les étapes, bien, une partie des étapes d'ailleurs, qui sont importantes à prévoir avant de mettre notre maison sur le marché. Parce que des fois, on dit « Ah, je vais mettre ma maison à vendre ». Eux autres, dans leur tête, c'est la pancarte, hein? Puis ça va tout bien aller. Mais on ne réalise pas que ça prend vraiment beaucoup de temps avant de réaliser, de décider de mettre notre maison à vendre. Les étapes dans notre tête, les choses à faire des fois avant de rencontrer notre courtier, puis qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout aborder parce que c'est quand même... Oui, c'est très touffu. Exactement. Puis il y a beaucoup justement de choses, beaucoup de chaque petit détail, chaque clause aussi peut être importante dans les différentes démarches qu'on a à faire, comme tu l'as dit, avant même de songer à mettre en vente notre maison, puis avant même d'appeler par exemple un courtier comme toi. Mais quand même, cette inspection de pré-vente, donc, c'est avant même de la mettre en vente, de mettre la pancarte sur le bord de la rue, c'est quoi? C'est d'engager un inspecteur qui est certifié, bien sûr, et de regarder si jamais il y a des failles, c'est-à-dire des vis ou avant de le mettre en vente, notre demeure? Exactement. Puis, c'est sûr qu'il va en avoir. C'est sûr qu'un inspecteur pré-vente va retrouver des éléments de la maison qu'il faudrait corriger. Puis, si on décide de ne pas les corriger, au moins, on est conscient que ça existe. Donc, quand on a un acheteur potentiel, on est équipé. C'est comme faire vraiment un suivi médical de la maison. Donc, les gens vont dire souvent, bien, pourquoi moi je vais le recommander? J'aime ça le recommander une maison à mes clients, dire on devrait faire une inspection pré-vente. Ils vont dire mais pourquoi? La raison qu'on veut avoir une inspection pré-vente, c'est pour avoir vraiment toute notre armée en arrière de nous. Quand quelqu'un est intéressé à acheter la maison, on a son bilan de santé. Et j'imagine, évidemment, par la suite, ça va aussi venir en lien avec le prix de vente de notre maison. Ce fameux, justement, diagnostic qu'on va poser sur la maison va, par la suite, définir le prix de vente, ni plus ni moins. Exactement. Parce que c'est sûr que souvent, je vous dirais que 90 du temps, il y a des fissures dans une fondation. C'est tout à fait normal. On habite au Québec, où est-ce que le climat est vraiment très... variable. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des fissures. Donc, un inspecteur pré-vente pourra nous dire « Ah, j'ai remarqué qu'il y a 3 fissures ou 4 fissures qui doivent être réparées. » Donc, tu sais, en moyenne, les fissures, la réparation, on regarde peut-être entre je vais mettre un gros baromètre entre 1 000 et 2 000. Souvent, c'est 1 500 $ la fissure. Donc, si on sait qu'il y en a 4, on peut faire un petit calcul, déjà, combien ça va coûter les réparer. Ensuite, le vendeur peut décider, je vais les réparer tout de suite, ou bien, non, sais-tu quoi, j'ai pas le temps, ça me tente pas, mais au moins, je suis conscient que ça existe. Oui. Mais ça, c'est toujours aussi en se fiant sur la bonne foi du vendeur. Tu sais, pour l'acheteur, moi, je me mets dans la partie de l'acheteur.
faut toujours quand même, et là, je veux pas non plus être rabat-joie, mais c'est pas tous les vendeurs qui sont honnêtes et qui déclarent sur les différents prix de vente ou finalement l'annonce officiellement ce qu'il y a à faire comme travaux, là. Bien, je dirais que l'inspection prévente, c'est vraiment un plus. Donc, ça démontre la bonne foi du vendeur. Ouais. Parce que l'intention, c'est d'être aussi transparent et honnête de possible. Une fois qu'on a un rapport d'inspection de prévente, on est fier de le montrer. C'est sûr. À l'acheteur. Blanche. C'est ça. Puis ensuite, si je décide de faire réparer mes 4 fissures qu'on parlait, bien, c'est sûr que je vais garder ma facture. Ouais. Et ensuite, je vais dire oui, avec 4 fissures, mais regardez, je les ai faites réparer. Voici la preuve à l'appui. Et c'est fait. Ou bien, il y a 4 fissures, je ne les ai pas réparées. Mais est-ce que, en fait, plutôt, quels sont les éléments que l'inspecteur en prévente va regarder? Parce que là, tu parlais de fissures, donc je pense à fondation. Exactement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il va aussi scruter à la loupe, là? Oui, c'est sûr qu'il va regarder avec le pain fin, si vous voulez, là, vraiment tous les éléments de la maison. Mais il faut garder en tête que c'est une inspection visuelle. Donc, si on sait qu'il y a déjà, on va dire, un problème de périte dans la communauté, c'est sûr, je vais recommander de faire tout de suite un certificat de périte. On va voir, est-ce que j'en ai ou est-ce que j'en ai pas? Ça va dépendre des régions aussi, comme on a déjà discuté dans le passé. Donc, on va regarder souvent la toiture, parce que c'est très important. On va regarder au niveau de l'isolation. On va aller voir, y a-t-il de la moisissure? C'est quoi le taux d'humidité? C'est quoi le taux? Tu sais, il y a tellement de choses à évaluer, mais c'est sûr qu'il y a comme une liste que l'inspecteur doit suivre au niveau de les normes et de l'écrire dans le rapport d'inspection prévente. Ça peut-tu même aller sur le terrain, à savoir sur, tu sais, parce que si le terrain il bouge beaucoup, évidemment, la maison est moins solide. Et évidemment, les différents matériaux sur le court, moyen et long terme, même, on peut voir que c'est peut-être des travaux qui seront à faire là, aussi. Là. Absolument. Des fois, il va y avoir des mauvaises nouvelles, OK? Mais ça fait partie de la vie, c'est très malheureux, mais il vaut mieux le savoir avant qu'après. Donc, si moi, je pense que ma maison à vendre, elle vaut 750 000, je fais une inspection pré-vente qui va me coûter peut-être entre 5 et 800 $, tout dépendant de la grandeur de ma maison. Et ensuite, l'inspecteur va me dire quelque chose. Exemple, la tuyauterie est faite avec des tuyaux Poly-B en plastique et les assurances, les compagnies d'assurance n'aiment pas ça. Ils vont peut-être vous demander de changer vos tubes de plomberie. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles? C'est une expérience qui est réelle, que j'ai vécue déjà. Donc, c'est sûr que si la cliente l'avait su avant, elle aurait été prête et avisée de cette faiblesse-là de la maison. Et en pas le sachant, c'est sûr que qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il a fallu qu'on fasse un petit peu de négociation. Ça l'aurait pu que la vente n'aurait pas arrivé à terme. Ouais. Il y a plein de conséquences qui peuvent arriver. Tandis que si on n'est pas sûr de l'état de la maison, on n'est pas les premiers acheteurs, on n'est pas les gens qui l'ont construit, moi, je recommande fortement que c'est un 500 ou 800 $ bien investi. Ouais. Et là, on est cet automne, fin octobre, bientôt novembre s'enclenche. Est-ce que c'est un bon moment pour mettre en vente notre maison en ce moment? Est-ce que c'est un bon, sur le marché, un bon moment? Bien, moi, je dirais que oui, parce que c'est pas c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Les gens vont dire, ah, ben moi, les gens, ils veulent pas déménager pour Noël. Mais au contraire, aujourd'hui, les gens, c'est pas comme avant. Avant, là, pendant 2 semaines, là, notre tête était comme pas à regarder pour les maisons. Tandis qu'aujourd'hui, avec l'Internet, c'est donc facile. Les gens, en plus, ils ont du temps. Donc, c'est surprenant durant le temps des fêtes. Si je mets ma maison au mois d'octobre, novembre, bien, c'est pas tout le monde, contrairement au mois de mars. Surtout qu'après le jour de l'an, après les fêtes, il y a bien des couples qui décident de... Oui, exactement. On passait Noël pour garder acheter la paix pour les enfants, mais après ça, c'est ciao, bye mon chum. Exact. Ciao, bye ma blonde. OK, bye. Mais puis c'est important justement, tu sais, je ramène ça de façon sérieuse, là, mais on a parlé beaucoup des rénovations, mais tu sais, élémentaire, là, faites le ménage de votre demeure. Là. Si vous la vendez, là. C'est gros ménage, mettons. Je te dirais vraiment, Alex, c'est le point le plus important. Engager une compagnie de fenêtres si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous-même. Sortez la shop-vac, passez la balayeuse. Si vous avez des animaux, c'est les petites choses qui font... C'est pas que le comptoir a 30 ans. C'est pas que la fenêtre doit être changée. C'est vraiment l'état premier. Donc, quand on rentre dans une maison, puis ça ne nous tente pas d'enlever nos souliers, c'est pas un bon signe. Ouais. C'est vraiment important, la propreté et le débarras. Donc, tu sais, on a Kijiji, donnez vos choses si vous ne savez pas où les mettre, amenez chez Renaissance, amenez dans des sous-sols d'église où est-ce que les gens ont besoin. Les gens, c'est fou comment ils accumulent. Donc, c'est décourageant pour un acheteur de voir tout ce
Oui, quand il y a plein de détritus, je veux dire, ou qu'il y a plein de guenilles, on va le dire de même. Puis aussi, n'oubliez pas, certificat de localisation, c'est important comme mot de la fin. C'est valide pour 10 ans, alors ça aussi, c'est élémentaire pour pouvoir vendre sa demeure. Merci à toi, ma chère Sophia Iannotuono. Merci, Alex. Merci. À la prochaine. À très bientôt. Oui. C'est un film qui déjà, quelques jours après sa sortie au cinéma, est pressenti pour être considéré dans plusieurs catégories, prochain gala des Oscars et même Golden Globes aussi en 2024. Le film La Note américaine, Killers of the Flower Moon, si vous préférez, d'une légende du cinéma aussi, soit de Martin Scorsese. Il en est le meilleur pour nous vulgariser le domaine du cinéma. On s'en remet toujours à lui, Nicolas Vincent Poirier. Salut. Salut, Alex. Est-ce que je me trompe? C'est sûr. Oscar, Golden Globes, ce que tu veux. Moi, mes prédictions aux Oscars pour ce film-là, meilleur acteur, Leonardo DiCaprio, meilleure actrice, Lily Gladstone, qui est excellente dans son rôle, Robert De Niro, meilleur acteur de soutien, évidemment, meilleure réalisation, Martin Scorsese, le meilleur film de l'année et le meilleur scénario adapté. Moi, je suis sûr que ça va être ce qui va être en nomination. Je dis pas que le film va tout remporter ces trophées-là, mais je pense que c'est ce qui va être en nomination. Et il y a plusieurs aussi raisons pourquoi, au-delà des performances des acteurs, actrices, des artisans derrière la caméra, Martin Scorsese en tête, mais ne nous trompons pas, c'est un type de film qui va plaire aussi à un jury parce que c'est un peu politique, le message derrière. Puis c'est un sujet qui est sur les Autochtones, les conditions de vie qu'ils avaient jadis et de façon dont ils ont été maltraités et dans l'histoire aussi. Où on les a complètement tassés de notre vie, puis ils ont tellement contribué aussi à l'essor de l'Amérique du Nord. Tout à fait. C'est un film qui est politique, oui, mais en même temps, c'est un film qui a sa place. Il y a des trucs, il y a des films politiques qui sortent, puis on comprend qu'il y a un petit peu de propagande là-dedans, mais dans ce cas-ci, c'est politique, mais c'est un film qui est important. C'est un film historique parce que ça raconte un fait vécu absolument horrible. C'est un film qui est excellent, mais c'est horrible tout ce qui se passe là-dedans. C'est une tragédie. C'est absolument horrible. Ça se passe dans les années 20 dans la réserve autochtone de Osage en Oklahoma. Et le peuple Osage, sur leur réserve, ont découvert du pétrole à la fin des années 1800. Et bon, c'est des droits qui se lèguent de génération en génération pour ce qui est des redevances pétrolières. Mais ce qui se passe là-dedans, et le problème qui arrive, c'est que il y a des gens qui ont commencé à marier le peuple Osage. Les Blancs, là? Exactement, les Blancs. Et bien, ce qui se passe, c'est que le peuple Osage, il y en a qui meurent de manière mystérieuse. On comprend très bien qu'ils sont assassinés pour que les Blancs aient leur redevance sur le pétrole. Et ça, c'est sans compter non plus le fait que les Blancs aux alentours contrôlent aussi. Tu sais, évidemment, l'argent revient aux Autochtones, revient au peuple, mais tous les alentours, pour leur donner le droit de consommer ou autre, c'est comme si c'était pas leur propre argent. C'est les Blancs qui avancent l'argent aux Autochtones. Alors, il y a déjà même un certain contrôle qui se fait de la part. Et ça aussi, ça choque quand on voit ça dès les premières minutes du film. Ça choque, mais pour moi, ce qui est extrêmement choquant dans le film, c'est évidemment, Leonardo DiCaprio, son personnage, il revient de la guerre et il finit par marier une femme, du peuple Osage. Et l'actrice Lily Gladstone, elle est excellente dans son rôle et tout au long du film, on voit sa famille lentement se faire assassiner pour justement les redevances sur le pétrole et c'est de voir à travers le film toute la douleur de son personnage et je veux dire, n'importe qui dans cette situation-là, c'est un cauchemar, c'est dégueulasse et vraiment, c'est un film très long, 3h26, mais ça a sa raison d'être. Oui. C'est un film qui prend son temps, c'est très lent comme film. Mais les images sont fabuleuses. Magnifique, oui. Mais ça nous laisse comprendre encore plus leur douleur. Ouais. Et c'est un film qui provient d'un roman qui a paru en 2017. Et tout de suite, quand Martin Scorsese a lu le roman, il voulait l'adapter au cinéma. Ça a pris quelques années, on s'entend. Le tournage était censé être en 2019. Après ça, 2020, puis à coup, la pandémie était arrivée. Donc, le film a été un peu retardé. Et
tu vois, c'est un film c'est un film de Apple, OK, en collaboration avec Paramount. Et ce film-ci, avec un énorme budget, 200 millions de dollars et une durée de 3h26, au niveau financier, c'est pas une bonne idée. À l'exception du film Avatar, qui est une excellente idée, 3 heures avec un budget bien plus élevé que celui-ci. Parce que ce qui se passe, c'est que tu vois, ce film-ci, au box-office, en fin de semaine, est arrivé au numéro 2 avec des recettes d'une vingtaine de millions en Amérique du Nord. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec sa longue durée, on ne peut pas le présenter tant que ça dans les salles, comparé à un film de 2 heures. Bon, les films sont de plus en plus longs ces temps-ci. Donc, juste au niveau financier, c'est un peu normal que ce film-là ne se ramasse pas en première position, sauf si ça aurait été un peu comme Avatar et on aurait mis ça dans 8 salles par cinéma. Mais c'est un film qui, oui, nous demande d'être patient, mais en même temps, ça en vaut la peine. Chaque minute, chaque prestation des acteurs devant l'écran. Je pense à Lily Gladstone qui incarne Molly, une femme puissante qui incarne la douleur de son peuple, la tragédie, la sorte de génocide qu'il y a eu, je veux dire que les Blancs ont fait subir à plusieurs peuples autochtones, incluant les Osages aussi. C'est là qu'on comprend derrière tout ça l'emprise que les Blancs ont eue, mais ont même encore à certains égards, à certains endroits en Amérique du Nord, sur les peuples autochtones. Et moi, ça m'a vraiment scandalisé. Je veux dire, on ne peut pas rester de marbre. C'est un film qui, humainement, nous amène plus loin, nous amène à la réflexion. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre en voyant le film. Ne pas s'arrêter aux 3h30 qui peuvent s'avérer parfois arides. Parce que c'est un film qui nous fait réfléchir. Oui, c'est Et le cinéma devrait être ça. Tu sais, il y a du cinéma de divertissement comme les films de Marvel. C'est correct. Mais d'avoir une œuvre comme ça, une œuvre cinématographique, pour moi, qui nous fait réfléchir, c'est ce genre de type de film-là qui devrait être lauréat aux Oscars. Pour moi, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais bon, tu vois, au cinéma, malheureusement, plus ça va, plus le cinéma, c'est des films de divertissement qui s'y retrouvent. Et les films comme ça, les films dramatiques, les films plus historiques, disons, se ramassent plus sur les plateformes comme Netflix et Apple et Prime. Et d'ailleurs, c'est une des raisons que Apple a investi dans ce film-ci parce que 200 millions de dollars de budget, le film ne rentrera pas dans son argent, mais pour Apple, ce film-là, on peut le voir presque comme de la publicité. C'est un petit 200 millions de dollars pour un petit peu de pub. C'est rien pour Apple parce que est-ce que tu sais combien, est-ce que toutes ces grosses compagnies-là, quand on parle de streaming, que ce soit Disney, Netflix, est-ce que tu connais un peu leur valeur, Alex? En milliards, j'imagine. Là, oui, regarde, Disney vaut 151 milliards. Après ça, tu as Netflix avec 177. Amazon, 1,3 trillion. Et au numéro 1, Apple qui vaut 2,6 trillions. Donc, investir un petit 200 millions pour un film comme ça, pour promouvoir leur plateforme de streaming, c'est absolument rien pour eux. Et c'est une stratégie que Netflix devrait suivre parce que eux, le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman, qui a été produit par Netflix. C'est un film de 3 heures aussi. C'est un film de 3 heures aussi, mais le film a été au cinéma juste pour être capable d'être accessible aux Oscars. Et le film au cinéma a fait 8 millions de dollars seulement, avec un budget d'à peu près 160 millions. Donc, le but pour Netflix, c'est juste d'amener des gens sur la plateforme de streaming. Et ce que ces compagnies-là devraient faire maintenant en premier, c'est, à mon avis, d'amener les films au cinéma, parce que, pour que ce soit un petit peu plus rentable, et ensuite les amener sur la plateforme, parce qu'en bout de ligne, Apple est gagnant là-dedans, même si le film rapporte 100 millions, disons. C'est ça, c'est de créer des abonnements, de créer évidemment du trafic sur leur plateforme, comme tu l'as dit. Puis moi, en tout cas, ce sera bientôt le mot de la fin, mais le film La Note américaine ou The Colors of the Flower Moon, pour moi, 3h30, j'en aurais pris encore. Et je me demande si de le transposer dans une série télé de 6 épisodes. Ça, c'est une bonne idée. Ça, j'aurais très bien vu ça. Puis si jamais on voulait continuer dans le développement de ce filon-là, qui d'ailleurs peut s'avérer très riche, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec le pétrole qu'on va chercher évidemment dans le film Sous la Terre. Mais je pense qu'il y aurait matière à faire peut-être d'autres projets, d'autres développements dans ce genre-là. Tout à fait, Alex. Et
avant qu'on termine, je veux revenir sur Lily Gladstone parce qu'elle, durant la pandémie, elle s'était dit, bon, je vais arrêter ça et je vais me concentrer sur d'autres choses parce que, bon, durant la pandémie, il n'y a pas eu de tournage, donc changer de carrière. Et pendant qu'elle était dans le processus de s'inscrire à des cours, là, elle reçoit une notification sur son Gmail que Martin Scorsese veut faire un live Zoom avec elle, là, il veut lui parler là sur Zoom. Donc, on comprend que c'est comme gagner à la loterie, là, puis il était en train justement de remplir le formulaire pour changer de carrière. Et là, Martin Scorsese, semblerait-il, ne lui a même pas fait passer d'entrevue, là, on ne l'a pas testé pour le rôle. Il l'a vu, il a dit, t'es parfaite pour le rôle. Moi, quel bon choix. Quel bon choix. C'est l'une des actrices, effectivement, qui, je pense, va se faire retenir pour d'autres rôles. Ça, c'est immanquable. Nicolas Vincent Poirier, tu gagnes un Oscar pour revenir encore la semaine prochaine. Tu es le meilleur. Alors, merci, Alex. Pour revenir nous résumer encore un autre film, et je te dis à très bientôt. À bientôt. Je vous invite à jouer à tous les dimanches 9h30 à notre bingo. C'est 3 500 $ à gagner, dont 2 300 $ pour la carte pleine cette semaine. Je veux remercier les artisans Manon, Lucette également, Normand, Jacques, Yannick, il y a Daniel et Alain aussi qui est à la réalisation. Tous ceux qui me font briller, bref, devant la caméra. À vous aussi d'être là de manière hebdomadaire. Et je vous souhaite bien sûr une joyeuse Halloween. Soyez très prudents dans les différentes routes de Laval, les quartiers aussi. Et on se retrouve dimanche prochain. Merci.